Je m'appelle Jacques Salès. Je suis né en 1942 à Haïti. J'ai donc 70 ans. Je suis parisien depuis une cinquantaine d'années. J'habite à Neuilly-sur-Seine et je suis avocat au barreau de Paris. Ma première année à Paris, je l'ai passée dans un hôtel du quartier latin, au 5e étage. J'avais 146 marches à monter pour aller dans ma chambre, il n'y avait pas d'ascenseur. Une année merveilleuse, mais j'ai connu au quartier latin des étudiants, notamment un interne des hôpitaux de Paris, qui étaient à la Cité, des camarades d'Haïti qui étaient également à la Cité. Je suis allé dîner un ou quelques soirs au restaurant de la Faume et j'ai trouvé que ce restaurant était 1000 fois meilleur que les restaurants que je connaissais, universitaires que je connaissais dans Paris même, au quartier latin. J'ai trouvé que le cadre était magnifique et j'ai trouvé que les chambres étaient confortables. Les pavillons que je connaissais, province de France, Dutch, de la Meurthe, l'Arménie, Cuba, aussi que je connaissais bien, Monaco. Donc j'ai trouvé que le site était merveilleux, qu'il y avait un confort dans ces maisons. Et donc j'ai posé ma candidature et j'ai eu le bonheur d'être admis. Donc je parle de l'année 1964. Je suis resté 2 ans, de septembre 64 à juin 66. Dès le départ, j'ai été pris dans un maelstrom. On m'a proposé, 2 jours après mon arrivée, de faire partie du comité des résidents des provinces de France. C'est la maison où j'étais. Et j'étais non pas trésorier, mais délégué au bar. Il y avait un bar qui rapportait beaucoup d'argent, et c'est moi qui supervisais ceux qui exploitaient le bar, et je remettais plusieurs fois par semaine à mon trésorier l'argent que j'avais, que les exploitants du bar avaient récolté. Et nous avons organisé un bal, le bal des provinces, avec un orchestre de Claude Bolling qui était à l'époque très, très à la mode. Et nous avons été déçus de voir qu'à peine 20% des étudiants étaient venus au bal, malgré toute la publicité. 20% des résidents des provinces de France étaient venus au bal, malgré la publicité que nous avions faite. Et nous avons décidé de les réveiller. Et un soir, avec l'argent que rapportait donc le bar, nous avons acheté 1200 pétards. Et une nuit de novembre, vers 3h du matin, entre 3h et 3h30, 1200 pétards ont explosé dans les étages des provinces de France, réveillant nécessairement tous les résidents, y compris à Monaco, à la Tunisie, l'Arménie, Cuba, l'Indochine et la maison néerlandaise et la Grèce en face. Et probablement la Faume également, qui s'appelle aujourd'hui, je ne sais plus comment, Lucien Faille, je crois, Paille. Et le lendemain, nous avons été convoqués, le comité a été convoqué dans les bureaux du directeur, qui s'appelait M. Vonnet-Fanter, qui était professeur à la Sorbonne. Il nous a menacé pratiquement de la guillotine. Et notre président, qui s'appelait Jean-Marie Hugues, lui a dit que ce n'était pas nous qui l'avions fait, que c'était des étudiants que nous connaissions, dont nous connaissions les noms, mais que nous ne nous déshonorerions pas en livrant leurs noms. Et que l'objectif de ces étudiants était de réveiller la cité, de réveiller les provinces de France, et de montrer aux étudiants qu'ils n'étaient pas à l'hôtel, et que si hôtel il y avait, c'était un hôtel particulier, et qu'ils ne pouvaient pas se comporter comme ils se comportaient. Et je crois que ça a véritablement réveillé les provinces de France,
Et on a vu davantage de participation des étudiants à tout ce qui se faisait, aux conférences qui étaient organisées, la salle de télé qui était abandonnée est redevenue très active, la bibliothèque, les gens venaient, le bar. Donc ça a permis aux étudiants de mieux se connaître. Bon, on dit que les voyages forment la jeunesse. Eh bien, d'abord la vie à la cité universitaire, pour ceux qui sont curieux, en tout cas, c'est un voyage perpétuel. J'ai connu des Kurdes, j'ai connu des Américains, des Grecs, des gens de toutes les régions de France, des Brésiliens, des Argentins, des Libanais, des Mexicains, des Tunisiens, j'ai connu des étudiants de 40 ou 50 pays, au moins, des Malgaches, des Ivoiriens, j'ai connu des gens, un Savoyard qui était d'origine, m'avait-il dit, modeste, mais qui avait connu à la cité un nommé Henri de Montpezat, et qui a épousé l'héritière de la couronne suédoise ou danoise je crois, et qui est aujourd'hui donc le prince consort de la reine du Danemark. Il était devenu brusquement, parce qu'il avait connu Henri de Montpezat, il était devenu le plus snob de tous. Donc oui, c'est des voyages perpétuels. J'ai eu un ami suédois je suis allé chez lui dans une île de Suède qui s'appelle Öland, qu'il considérait être comme la Côte d'Azur suédoise, superbe. On voyage beaucoup. Alors, oui, le fait d'avoir rencontré des gens de peu partout, de savoir comment réagissaient les Brésiliens, comment réagissaient les Malgaches ou les Tunisiens, la susceptibilité des uns. Dieu seul sait si les Martiniquais, les Guadeloupéens sont proches des Haïtiens, mais c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de différences en même temps. Les Américains que j'ai connus ici, il y en avait un qui était un Texan qui avait étudié à Berkeley, et l'autre qui venait du Tennessee. Mais c'était pas la même chose. Bon. Alors, je suis allé, après la cité universitaire, après mes études à Paris, je suis allé comme étudiant aux États-Unis. Je suis allé à Harvard, comme on disait jadis. Harvard, là aussi, évidemment, ça m'a permis de voyager, donc d'apprendre qu'il n'y a pas dans la vie que des Haïtiens ou que des Français, qu'il y a des gens qui pensent différemment, d'autres manières de penser, d'autres manières de se comporter. Eh bien, j'en avais déjà fait l'apprentissage à Paris, et ça m'a peut-être facilité les choses en arrivant là-bas. Donc oui, incontestablement, le fait de connaître d'autres nationalités, surtout lorsque, comme c'était mon cas, on parlait l'anglais et qu'on se, disons, débrouillait en espagnol, ça facilitait encore plus les choses. Mais tous les gens de la cité parlaient français, donc incontestablement, oui, la cité, ça m'a permis de connaître l'autre, qu'il soit français ou étranger, et comme les voyages forment la jeunesse, et qu'on passait son temps à voyager à la cité en conversant avec les autres qui venaient de l'étranger, ça a permis de s'internationaliser, de savoir qu'on n'était pas tout seul dans son coin, et qu'on était un peu... J'ai rencontré un Tunisien qui disait, quand je lui ai demandé un jour au restaurant d'où il venait, il m'a dit « je suis citoyen du monde ». Et il a refusé de me dire d'où il venait, il me l'a dit 3 mois plus tard. Voilà, on avait l'impression un petit peu
d'être des citoyens du monde. Je crois que c'est ce que j'aurais dû commencer par cela. Alors, donc j'ai quitté, et mes amis aussi, la plupart de ces amis dont je vous parle, ont quitté la cité soit en 66, soit en 67. Bon. Mais nous ne nous sommes jamais perdus de vue. On s'est toujours revus, je vous dis, depuis 1966, donc ça fait 46 ans. Et quand on se revoit, on évoque toujours la cité. On a toujours évoqué la cité. Des histoires, toutes sortes d'histoires pour rire, arriver à un tel ou à tel d'entre nous ou à d'autres amis. Donc on se racontait la cité, les aventures à la cité, les batailles pour la mixité, qui n'est pas pour la mixité, mais pour avoir le droit d'avoir des filles dans sa chambre après 10h du soir, les pétards dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, donc on se raconte ça tous les jours, les cuites qu'on prenait à la cité, et ces fêtes extraordinaires que nous avons faites à la cité. Un soir, nous avons fait l'un d'entre nous connaissait un étudiant des Beaux-Arts qui avait repéré sous le chantier de la nouvelle faculté de droit d'Assas, une entrée pour aller dans les catacombes. Pas les catacombes des touristes, mais les catacombes que seul les services de l'urbanisme connaissaient. Et on était un soir descendu à 40, chacun avait 2 bouteilles de vin, 2 saucissons, 2 boîtes de fromage et 2 boîtes de biscuits Petit Lu. Et nous étions descendus avec des Espagnols qui étaient en cape noire, avec des rubans de toutes les couleurs, qui avaient des guitares. Et entre 9h du soir et 5h du matin, on a été dans une caverne sous terre, où il y avait, je ne sais pas moi, 200, 300, 400, 500 crânes, une montagne de crânes, et pendant toute la nuit, on a fait la fête en buvant, et après la fête, on a ramassé des bouteilles, on n'a pas laissé un bouchon, un morceau de papier par terre, on était écologistes avant l'heure, on est remonté à la surface avec tout ça. Bon. Donc ces événements-là, c'est l'histoire des catacombes, on se les raconte, on revient 1 fois ou 2 fois par an sur cela. Donc, on avait quitté la cité, mais on n'avait jamais coupé les ponts avec la Maison des Provinces de France. Et quand les Provinces de France ont fêté leurs 50 ans, je ne sais pas il y a quand, mais il y a peut-être près de 20 ans de ça, on était revenus en bande pour les 50 ans. Alors pourquoi suis-je revenu? Mais c'était tout, c'est vrai, je ne revenais pas à la cité, à part pour les 50 ans de la cité, des Provinces de France. Alors, un de mes anciens associés, Jules Marbaudel, avocat au barreau de Paris comme moi, nous avons été associés une quinzaine d'années, m'a appelé un jour en me disant qu'il était au conseil d'administration de l'Alliance internationale, et il m'a demandé si... alors, il savait que j'avais été... Je vous ai dit que j'avais passé... j'avais un diplôme de Harvard, et j'étais resté, moi, très proche de Harvard, et j'ai été président de l'association européenne des anciens de Harvard Droit, Harvard Law School, et en 1998, j'ai été président de l'association mondiale des 35 000 diplômés de Harvard, et pendant 2 ans. Donc j'avais l'habitude des comités d'anciens, et il m'a demandé si j'accepterais d'être membre de l'Alliance internationale. J'ai répondu tout de suite oui, parce que c'était pour moi à la fois un honneur et un privilège. Un privilège parce que c'était pour moi un privilège de servir, et un honneur qu'on me le demande. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a fait la fête, c'est vrai qu'on se fait des amis, mais pour moi, le cadre de la cité, les infrastructures de la cité étaient propices aux études.
Quand j'habitais le quartier latin, j'habitais donc une piole, une chambre au 5e étage. Aller au restaurant, il fallait s'habiller, forcément descendre. Il fallait, idem le matin pour le petit déjeuner. On ne servait pas le petit déjeuner à l'hôtel. Le sport, c'était inconnu. À la cité universitaire, on avait un stade à 100 mètres, le tennis à 200 mètres, la piscine à la Maison internationale, le basketball à la Maison internationale. Il y avait des championnats intercités de basketball et de foot. Je faisais partie des équipes de foot et de basket des provinces de France. Et ça déjà, ça permettait de faire un peu de sport. Et on dit un esprit sain dans un corps sain. Alors que ceux qui habitaient le quartier latin, il avait, enfin, pas une fois je n'ai eu la possibilité de faire du sport quand j'étais au quartier latin. Dans ma chambre de la cité, elle était confortable, j'avais des douches sur le palier, j'avais un bureau qui était confortable, ma table de travail et mon bureau étaient confortables, donc je pouvais travailler, je pouvais descendre prendre mon petit déjeuner à la cafétéria qui était au sous-sol sans difficulté, remonter travailler dans ma chambre, le métro de la ligne de Sceaux était tout près, même si j'avais une voiture à l'époque, j'avais une petite Fiat 500, mais je prenais la plupart du temps la ligne de Sceaux. On était en quelques minutes au Luxembourg, on allait au cours, on travaillait en bibliothèque, je rentrais, j'écrivais une thèse. À déjeuner, je rentrais déjeuner ici, une petite sieste parfois. Je travaillais l'après-midi à ma table de travail grâce aux recherches que j'avais faites le matin. Et le soir, la cité, le restaurant de la cité de la Faume, quand j'en avais marre, j'allais frapper à la porte de mes voisins qui eux aussi travaillaient et on discutait le coup. On prenait un petit peu un verre de rhum, le meilleur du monde, de rhum d'Haïti. On allait vers 11h du soir, après avoir trop travaillé, on pouvait descendre au bar de la cité, on parlait aux uns et aux autres, on jouait aux cartes avant de remonter travailler si l'on voulait. On était bien chauffé, pouvait être propre en prenant 20 douches par jour si on le voulait. Une vue superbe, un campus à vous couper le souffle, des gens sympathiques, on voyageait toutes les journées, le voyage sur place comme vous dites. Et moi j'ai rédigé en 2 ans à la cité universitaire une thèse de doctorat pour laquelle j'ai eu une mention très bien, qui m'a valu un prix de thèse et qui m'a valu un diplôme de lauréat de la faculté de droit de Paris. Tous mes amis de la cité, enfin des provinces de France et de la Faume, ont réussi leurs examens. Donc pour nous, ça a été un succès total. Si je devais faire un petit bémol, j'ai connu à la cité des gens qui avaient 18 ou 19 ans aussi. Moi, j'en avais 23 quand je suis arrivé. À 23 ans, on est peut-être plus mûr que ceux qui en ont 18. Celui qui arrive à la cité à 18 ans, en général, jusqu'à 18 ans, il habitait chez papa-maman. Il couchait tous les soirs chez papa-maman. Papa-maman était là pour lui dire fais tes devoirs, fais ceci, fais cela. Quand on les lâche à 18 ans à Paris, où il n'y a plus personne pour les surveiller, s'ils ne sont pas consciencieux ou s'ils suivent le mauvais exemple, ça peut-être mal se terminer. J'ai connu une ou deux personnes de cet âge, des jeunes qui sont arrivés à 18 ans à Paris et à la cité, et qui ont connu l'échec. Mais j'en ai aussi connu, y compris parmi ceux que j'appelle mes frères, avec qui donc je vis comme nous vivons en famille, une dizaine de personnes, disons, depuis 46 ans, qui sont arrivés à 18 ans et qui
ont réussi dans la foulée ou en même temps le droit et Sciences Po, par exemple. Alors, je ne suis pas sûr de bien appréhender ce qu'est devenu la Cité parce que je n'ai pas suffisamment eu l'occasion de parler à ceux qui sont aujourd'hui dans la Cité. Ce que je sais, c'est qu'il y a une évolution importante par rapport à ce que j'ai connu. Est-ce que cette évolution a été pour le meilleur ou est-ce que c'était pour le pire? Je n'en sais rien. Mais deux ou trois exemples. J'ai passé 2 ans à la Cité, mes amis y ont passé 3 ou 4 ans. On s'est donc imprégné de la Cité universitaire. Aujourd'hui, en raison, m'a-t-on dit, en partie du programme Erasmus, beaucoup d'étudiants n'y viennent que pour 6 mois. Et on m'a dit un jour que la proportion de gens qui venaient pour des séjours relativement courts n'était pas négligeable. Il y a plusieurs centaines, pour ne pas dire un millier peut-être, de cela. J'espère que ceux qui viennent pour 6 mois ont une expérience merveilleuse, mais je doute qu'en 6 mois, ils puissent amasser autant de souvenirs que j'ai pu en amasser en 2 ans ou que mes amis ont pu en amasser en 3 ou 4 ans. Ça, c'est le premier bémol que je pose. Deuxième bémol, je suis allé l'autre jour visiter, à l'occasion des RIAC, visiter la province de France. J'ai un peu fait le forcing en leur disant en leur montrant un papier attestant que j'avais une chambre aux provinces de France dans le cadre 1000 € pour une chambre, quelque chose de ce genre. Et on est allé me montrer une chambre proche de celle que j'avais occupée quand j'y étais. Et j'ai vu les progrès, j'ai vu qu'il y avait maintenant des salles de bain dans toutes les chambres. J'ai vu qu'il y avait, mais ça c'est normal, que toutes les chambres étaient reliées à l'Internet. Ça ne m'a pas surpris, mais qu'il y ait eu des salles de bain dans toutes les chambres, oui, ça m'a surpris. Et on m'a montré les superbes cuisines qu'il y avait à la Cité, qu'il y avait aux provinces de France. Et j'ai découvert, je l'avais découvert quelques semaines plus tôt, ou une année plus tôt peut-être, que le restaurant de la Faume avait fermé, comme avait fermé le 3e restaurant de la Cité quand j'y étais, qui était du côté de, pas le Brésil, mais enfin, au Maroc, enfin, ce que j'appelais derrière, là-bas. Et on m'a dit que le restaurant de la Maison internationale n'était pas plein tous les jours, ni le midi ni le soir, parce que les étudiants dînaient dans leur chambre. Certains dînaient dans les cuisines, mais la plupart achètent à la porte d'Orléans ou à la porte de Gentilly ce qu'il faut, et puis ils se font la cuisine. Ils bavardent peut-être pendant qu'ils font la cuisine avec d'autres étudiants qui font eux aussi la cuisine, mais ils n'ont pas comme moi l'occasion comme je l'ai eu, de dîner à la Faume, midi et soir, pas tous les midis, parce que les midis j'étais parfois au quartier latin, mais avec soit des amis de toujours, des amis, soit des gens que je ne connaissais pas et dont je faisais la connaissance en dînant à la Cité. Alors, je me pose la question de savoir si ceux qui aujourd'hui ne vont jamais au restaurant universitaire, qui ne vont jamais au bar des provinces, puisqu'il n'y a plus de bar en province, qui ne vont plus au bar de Monaco, parce que je crois savoir qu'il n'y a plus de bar au Monaco.
mais je ne suis pas certain Donc, ils ne vont plus au bar, pour prendre un pot et parler aux uns aux autres. Ils ne vont pas au restaurant. Quelles occasions ont-ils de se côtoyer? Certainement, ils connaissent ceux qui sont, j'espère quand même, ceux qui sont leurs voisins immédiats à leur étage. Voilà. Donc, j'ai un grand point d'interrogation. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'ils se rencontrent? Est-ce qu'ils font du sport ensemble? Est-ce qu'ils font du foot ensemble? Du baseball, pas du baseball, mais du basketball ou de la natation, du théâtre? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont les occasions qu'ils ont de bien se connaître. Donc, s'il fallait choisir, je choisirais incontestablement mon époque à moi, parce que je vous dis, je n'ai gardé un souvenir impérissable. Le seul qui approche, la seule autre année qui approche, je dois dire qu'à l'époque, c'était un grand avantage à mon avis par rapport à aujourd'hui, il n'y avait pas de cuisine aux étages. Les gens allaient tous les étudiants allaient déjeuner ou dîner au restaurant de la Faume ou à la Maison internationale. Donc, ils se rencontraient non seulement entre étudiants des provinces de France, mais entre étudiants de partout. Il y avait des discussions. Moi, je me souviens d'avoir rencontré un étudiant, un Kurde, à qui j'exposais à l'époque les malheurs d'Haïti où sévissait la dictature de Duvalier, sanglante de Duvalier. Et il me disait, mais c'est rien par rapport à ce que moi, Kurde, je vis tous les jours, parce que les Kurdes, parce qu'il y a du pétrole dans notre pays, où il y a beaucoup d'eau dans le Kurdistan, toutes les puissances occidentales ont décidé de ne rien faire qui puisse déstabiliser le Kurdistan. Donc, nous n'avons, nous, aucune chance d'arriver à l'indépendance. Je me souviens des Brésiliens qui se désolaient du coup d'État qui avait eu lieu au Brésil cette année-là. Ça devait être 64, quelque chose de ce genre, ou peut-être 65, et qui parlait de US assassins, de l'anti-américanisme qui régnait à l'époque. Je me souviens de Gagarine, le premier homme à être mis en orbite autour de la Terre, et les étudiants marxistes de la cité qui enterraient l'Amérique et disaient que voilà, ça n'était fait d'Amérique, c'était l'Union soviétique qui, grâce à Spoutnik, je crois, c'était Spoutnik ou pas, oui, qui allait ça allait promouvoir l'amitié entre les peuples. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'était l'amitié entre les peuples. Les Africains qui, 2 ans ou un peu plus après la mort de Lumumba au Congo, en voulaient toujours aux Belges pour l'assassinat de ce premier leader africain. Les Américains qui nous apprenaient à chanter à l'époque We Shall Overcome, ces Américains qui fumaient des cigarettes bizarres, on s'était rendu compte, mais des années après, que c'était les joints, personne ne savait ce que c'était à l'époque. Il n'y avait pas de... Personne ne fumait et ne prenait de la drogue à la cité à l'époque. C'était les Américains qui commençaient à nous initier à cela et qui chantaient We Shall Overcome. La guerre au Vietnam qui avait commencé, et les inquiétudes des étudiants américains qui se voyaient déjà condamnés à être envoyés au Vietnam pour être estropiés ou pour y mourir, et certains d'entre eux disaient que l'Amérique n'avait rien à y faire. Des amis yougoslaves, notamment une Croate, qui était donc yougoslave, mais qui se disait croate, qui en voulait à mort à Tito, qui était le dictateur par excellence. Bref, des étudiants du monde entier qui
qui fraternisaient, qui se racontaient leurs malheurs, leurs espoirs, leur bonheur. Et à l'époque, je ne connaissais pas Honorat, je ne savais pas qui était Honorat, je savais qu'il y avait le buste d'André Honorat quelque part près de la Maison internationale, mais je ne savais pas en tout cas qui c'était. Je ne l'ai su que bien plus tard, et j'ai su plus tard qu'il voulait promouvoir des amitiés durables et entre les jeunes, pour que les jeunes apprennent à se connaître, apprennent à respecter les opinions des autres, fussent-elles contraires aux siennes, et en espérant que de tout cela naîtrait une fraternité qui empêcherait toute guerre. Je n'ai donc connu le nom d'Honorat véritablement qu'après, mais c'était tout à fait le bilan que j'avais dressé en quittant la cité. C'est que ceux qui étaient passés par la cité universitaire, à l'époque on y passait 2-3 ans ou plus, ne se feraient plus jamais la guerre, car ils savaient que les autres étudiants, même ceux avec lesquels ils n'étaient pas d'accord, même ceux qui ne le connaissaient pas bien, eh bien, ils étaient des frères en quelque sorte. Et c'est moi, voilà ce que j'ai retiré de la cité universitaire, sans parler des amitiés durables. Je me suis fait des amis à la cité que je vois aujourd'hui, 45 ans ou 46 ans plus tard, que je vois tous les mois. Je suis allé à leur mariage, ils sont venus au mien. Ils sont venus au baptême de mes enfants, je suis allé au baptême des leurs. Certains ont été témoins à mon mariage, comme j'ai été témoin au mariage d'autres. Les communions, les anniversaires qui sont fêtés tous les ans, plusieurs fois donc par an, nous nous réunissons pour des anniversaires. Hélas, pour des enterrements également. Donc, je connais leurs enfants qui sont pour moi comme des neveux. Mes enfants sont comme les neveux de mes amis de la cité. Donc ça a été pour moi un creuset. Mes amis, c'est une nouvelle famille que j'ai trouvée à la cité universitaire. Donc moi je suis un inconditionnel de la cité universitaire. Je lui reconnais 1000 qualités, je ne lui connais aucun défaut. Voilà. Nous avons refait le monde 10 000 fois à la cité, tous les soirs, avec mon ami brésilien, on refaisait le monde. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas en Amérique latine? Pourquoi les États-Unis ne sont-ils pas aimés en Amérique latine? À l'époque, pas en Amérique latine, mais chez les étudiants en général, étaient les premiers à manifester contre les États-Unis. Pourquoi? Donc on discutait de tout ça. Et ce Brésilien qui détestait le State Department aimait le peuple américain en même temps. Donc c'était la politique impérialiste américaine qui consistait à soutenir toutes les dictatures et à lutter contre Castro. Parce qu'à l'époque aussi, il faut dire, on était tous pro-castristes à l'époque. Donc voilà, j'espère qu'il y a aujourd'hui à la cité d'autres moyens de réunir les gens, de faire en sorte qu'ils fraternisent, qu'ils se parlent, qu'ils se disent des 3 fois rien, car c'est souvent les 3 fois rien qui révèlent des tempéraments, qui déclenchent une discussion. Donc ce qui m'a donc poussé à écrire, j'ai voulu faire quelque chose pour apprendre à mes petits-enfants donc l'histoire du pays de leur grand-père, et ce faisant, j'étais pris au piège et ça m'a intéressé. J'ai trouvé de l'intérêt à le faire, à découvrir beaucoup de choses, à les présenter en faisceau de manière convaincante. Ça a été un exercice intellectuel qui m'a un peu séduit. Et puis, ma femme m'a toujours dit que je n'avais que 2 hobbies dans la vie. Mes petits-enfants et mon boulot.
Et je me suis dit, voilà, j'en ai un troisième, et le jour où j'arrêterai par exemple de travailler, c'est pas demain la veille, j'ai la possibilité comme avocat de continuer longtemps encore. Je verrai quand j'arrêterai, mais je me suis donné rendez-vous à 75 ans, dans 5 ans. Je verrai à 75 ans si j'arrête ou si je continue jusqu'à 80, et puis ainsi de suite. Bon. Et voilà. Mais donc, j'y ai pris goût. Et pour revenir une seconde sur la cité, avant de vous dire de vous parler de mon livre, j'y ai tellement pris goût que je me suis mis à écrire un autre livre que j'ai écrit très rapidement, en 6 mois, que j'ai laissé tomber fin septembre pour le laisser décanter, que je reprendrai en janvier prochain et que je publierai peut-être dès le mois de mars ou avril de 2013. Et c'est un livre contemporain, celui-là. Quand je dis contemporain, c'est les années 60. Et il y a beaucoup de cités universitaires et de quartiers latins dedans. C'est un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire qui raconte les erreurs commises par la puissance coloniale dans sa colonie de Saint-Domingue, qui est devenue Haïti. Donc dans sa colonie de Saint-Domingue, colonie qui était la plus riche du monde, qui à elle seule produisait les 2/3 de la production mondiale de sucre, qui à elle seule produisait davantage de revenus que toutes les autres Antilles réunies, c'est-à-dire les Antilles anglaises comme la Jamaïque et la Barbade, Cuba, Santo Domingo, Porto Rico, les Antilles néerlandaises comme Aruba et Curaçao. Donc à elle seule, Saint-Domingue rapportait plus que tout ça, et plus que la Martinique, Guadeloupe et tout ça. Bon. Donc ce livre raconte les erreurs commises par la France qui l'ont amené à perdre cette colonie en provoquant la révolte d'une part des libres, ce qu'on appelait les affranchis, donc essentiellement les métis de l'île, à qui on avait promis la liberté, pas la liberté parce qu'ils avaient la liberté, ils étaient libres, mais à qui on avait promis l'égalité civile et politique sous Louis XIV, et qui 100 ans plus tard ne l'avaient toujours pas. Et c'est à cause des premiers heurts entre les libres de couleur et les colons français et la France qui leur refusait cette égalité que les premiers heurts donc, ont été constatés, et ce sont ces heurts qui ont déclenché l'insurrection des esclaves. Et mon livre raconte donc ces premiers heurts, puis cette insurrection d'esclaves commencée à main nue et qui a débouché sur la défaite de la France, qui était à l'époque l'une des plus grandes puissances coloniales et esclavagistes. Défaite de la France qui s'est faite avec 60 000 morts militaires français pendant la guerre de l'indépendance qui a duré 2 ans, 1802-1803, qui s'est traduit par au moins 200 000 morts haïtiens. Donc ça a été à la fois une lutte épique et tragique. Épique parce que une insurrection d'esclaves pour la première fois et la seule fois dans l'histoire de l'humanité s'est traduit par la victoire des insurgés et la défaite de la puissance coloniale et esclavagiste, malgré un corps expéditionnaire qui a connu 60 000 morts. Donc, en quelque sorte, c'est une histoire hallucinante, c'est épique, cette victoire d'esclaves, mais également tragique,
parce que, non seulement à cause de tous ces morts, 60 000 du côté français, plus de 60 000 du côté français militaire, sans parler des civils, 200 000 du côté haïtien, également tragique parce qu'il y a eu la perte par la France de sa colonie la plus riche, mais tragique aussi parce que les conditions dans lesquelles cette indépendance d'Haïti est intervenue expliquent la misère effroyable dans laquelle est aujourd'hui plongée Haïti par rapport, par exemple, à la Martinique et à la Guadeloupe, qui ne sont pas devenues indépendantes, mais qui sont des pays richissimes par rapport à Haïti. Et on peut se demander... Alors, ce que je dis est très controversé, en tout cas chez les Haïtiens, qui ont tendance à voir le côté glorieux de la victoire des esclaves et de leur indépendance. Mais on peut se poser la question suivante. Certes, pour tous ceux pour les généraux indigènes qui ont remporté la guerre de l'indépendance et leurs descendants, les généraux et les chefs militaires et les chefs politiques et leurs descendants, ainsi que pour les anciens libres, les libres de couleur, métis ou mulâtres comme on dit là-bas, et noirs, qui étaient des possédants, qui avaient de grandes plantations et qui contrôlaient, donc qui détenaient les terres. Pour tous ces gens-là, bon, ce sont ces gens-là qui aujourd'hui toujours, 210 ans plus tard, détiennent toujours la puissance économique, enfin les moyens économiques de l'île. Certes, donc ces gens-là ont eu probablement, sur le plan en tout cas économique, un sort plus favorable que celui des élites martiniquaises ou guadeloupéennes, que des élites de couleur de la Martinique et de la Guadeloupe. Parce qu'ils ont eu tous les moyens de s'instruire sur place à Haïti ou en France ou en Europe et aux États-Unis. Ils ont eu le moyen certains de gagner, grâce à leur puissance économique, une vie par des moyens honnêtes, beaucoup par la corruption ou en détournant des fonds publics, en s'enrichissant de manière éhontée. Et puis il y a quelques intellectuels qui, sans être riches, sont les premiers chez eux, alors que certains à la Martinique disent que ce sont les Blancs de la Martinique qui occupent souvent les premières places. Mais ceux dont je vous parle là, ils représentent peut-être 5% de la population. Mais il y a 95% qui restent. Ce sont des gens qui ne savent pas lire, ou qui savent, pour certains, à peine lire, qui n'ont pas accès à l'hôpital. S'ils habitent les grandes villes d'Haïti, oui, mais les grandes masses habitent les campagnes. Non seulement il n'y a pas d'hôpitaux, mais en général, il n'y a même pas de petits dispensaires. Donc ils ne lisent pas, ils n'ont pas accès aux soins médicaux, ils n'ont pas l'eau dans leur maison, ils n'ont pas l'électricité dans leur maison, il faut qu'ils fassent des kilomètres pour aller chercher de l'eau à des sources ou dans certains points d'eau. Bien évidemment, ils sont au chômage, alors qu'en France, à la Martinique, à la Guadeloupe, il y a les acédiques. Bien évidemment, il n'y a pas d'acédiques. Il n'y a pas... jusqu'à la chute de Duvalier en 1986, ils n'avaient jamais voté de leur vie. Et quand ils votent maintenant, c'est souvent un petit peu truqué ou on n'est pas sûr que les élections soient fiables. En tout cas, elles ne sont pas à 100% fiables, ni à 90%. Si elles sont fiables à 50%, c'est le maximum. Donc voilà,
Donc il y a des gens, y compris Haïti, qui, bien évidemment, qui se posent la question de savoir si, pour la grande masse des anciens esclaves haïtiens, est-ce que leur sort est plus enviable qu'à la Martinique? La réponse est non. Certes, l'esclavage a été aboli à la Martinique en 48, en 1848. Aux États-Unis, en 1862. L'esclavage a été aboli à Haïti en 1780, officiellement en 1793. Il n'a jamais été rétabli en Martinique et Guadeloupe aussi, mais ça a été rétabli à la Guadeloupe et à la Martinique en 1802, et jamais à Haïti. Alors, certains diront, oui, eh bien, les générations qui ont été libres 50 ans plus tôt, qui n'ont pas connu le fouet pendant... où le fouet ne leur a pas été appliqué 50 ans avant la Martinique, enfin, avant les esclaves de la Martinique, est-ce que cet avantage de n'avoir pas connu le fouet pendant 5 ans l'emporte sur le fait qu'ils sont illettrés, qu'ils n'ont pas accès aux soins, qu'ils n'ont pas accès à l'eau, à l'électricité, aux routes, aux élections, que les militaires ou les totomacoutes abusent d'eux tous les jours, etc., etc., etc. Bon, enfin, on peut gloser beaucoup, longtemps là-dessus. C'est un peu philosophique, mais c'est un peu tragique que 200 ans après l'indépendance d'Haïti, on en soit là. Donc, le titre Haïti, naissance tragique, qui est le mien, et qui m'est déjà reproché à Haïti, où on verrait plutôt naissance glorieuse. Mais dans mon livre, c'est mon dernier chapitre, est en fait intitulé Haïti, saga, gâchis ou tragédie, avec un point d'interrogation. Donc j'aurais peut-être pu ou dû, pour les Haïtiens, appeler mon livre saga, gâchis ou tragédie avec un point d'interrogation.